Bonjour et bienvenue de retour sur le Crime Reel. La discrétion des spectateurs et des auditeurs est conseillée. Pour la narration de ce fait divers d'aujourd'hui, nous allons examiner la première partie de l'histoire de la famille Steiner et comment leur vie a été marquée par le crime. Delbert Foy Steiner, connu sous le nom de Del, est né le 14 mai 1933 à Farmington, au Nouveau-Mexique. Il était l'un des 5 enfants nés de Jesse et Luella Steiner, avec Jesse Jr., Anna Mae, Sharon et Maxine. Del a servi dans l'armée américaine en tant que sergent-chef de 1953 à 1957. À son retour de l'armée, il a rencontré une femme du nom de Kay Augustine. Kay est née à Weaverville, en Californie, et elle avait 8 ans de moins que Del. En 1960, Del et Kay se sont mariés. Del était mécanicien et Kay multipliait les petits boulots de service pour joindre les deux bouts. Le couple a ensuite eu 5 enfants, 2 garçons, Carrie et Stephen, ainsi que 3 filles, Cindy, Jody et Corey. Carrie était l'aîné des enfants. Il était très protecteur envers tous ses frères et sœurs et était particulièrement proche de son jeune frère, Stephen. La famille vivait à Merced, en Californie, parfois appelée la porte d'entrée de Yosemite. Merced est une ville située à environ 130 miles de San Francisco, qui a connu une croissance rapide de sa population dans les années 70. Le lundi 4 décembre 1972 a débuté comme un jour ordinaire chez les Steiner. Avec 5 enfants, les matinées étaient souvent animées et chaotiques. Les enfants fréquentaient les écoles locales et Stephen, âgé de 7 ans, était inscrit à l'école primaire Charles Wright, qui se trouvait à environ un demi-mile de la maison familiale sur Beth Street. Comme c'était courant à l'époque, les enfants allaient souvent à pied à l'école et en revenaient par eux-mêmes. Ce lundi après-midi, Stephen rentrait seul chez lui à pied après sa journée d'école. À quelques pâtés de maison de chez lui, il a été abordé par un homme apparemment sympathique nommé Irvin Edward Murphy. Irvin a demandé à Stephen si sa mère voudrait donner des objets attachants pour la collecte de fonds de l'église, et Stephen a dit qu'il pensait que oui. L'homme a offert de raccompagner Stephen, mais celui-ci a refusé, expliquant qu'il habitait à quelques pâtés de maison. Cependant, l'homme insistait en disant qu'il serait plus facile pour eux de voyager ensemble pour récupérer les dons, alors Stephen a accepté et est monté à l'arrière de la vieille Buick blanche. Au volant de la voiture se trouvait Kenneth Parnell, âgé de 41 ans. Kenneth est né le 26 septembre 1931 à Amarillo, au Texas. Après que son père ait abandonné la famille, sa mère a déménagé en Californie et a ouvert une pension. À 14 ans, Kenneth a été abusé par l'un des pensionnaires. Après cela, Kenneth a sombré dans la criminalité, notamment l'incendie criminel, le vol de voitures et l'outrage public à la pudeur. En 1951, une plainte pénale visait Kenneth pour abus sur un garçon de 8 ans. Il a été reconnu coupable et envoyé dans un hôpital pour une évaluation psychiatrique. Ici, il a été diagnostiqué psychopathe sexuel. Il s'est été recommandé qu'il soit détenu indéfiniment, mais il s'est échappé peu de temps après. 5 mois plus tard, il a été repris et condamné à 5 ans de prison. Mais après 3 ans seulement, en 1955, il a été libéré sous condition de suivre une thérapie. Après un bref séjour en prison pour violation de liberté conditionnelle, il s'est installé dans le Utah en 1960, a été condamné pour vol et larcin, puis réincarcéré. Il a été libéré en 1967 à condition de quitter l'État de l'Utah pour toujours. Kenneth a ensuite déménagé en Californie et travaillé au Yosemite Lodge où il a rencontré Irvin. Kenneth, souvent appelé le révérend, avait persuadé Irvin qu'il était un chef religieux agissant selon la volonté de Dieu pour prendre un jeune garçon et lui offrir une meilleure vie. Irvin, souffrant de troubles d'apprentissage, a été aisément manipulé par Kenneth. Alors qu'ils s'éloignaient ce jour-là, Stephen s'est rendu compte qu'ils avaient dépassé la route où il habitait. Après qu'il l'ait dit aux 2 hommes, ils ont répondu qu'ils appelleraient un de ses parents pour demander s'ils pouvaient dormir chez eux. Bien que curieux, Stephen n'avait pas particulièrement peur à ce moment-là. En parlant avec Stephen, Kenneth a appris les difficultés financières de la famille et les récents problèmes de Stephen avec ses parents. Il comptait manipuler le garçon avec ces informations. Ils sont arrivés dans une cabane à la vallée de Katy, qui se trouvait à environ 20 miles de Merced.
Les hommes avaient déjà acheté beaucoup de jouets en préparation de l'enlèvement d'un enfant. Bien que Stéphane ait d'abord été distrait par les jouets, il a commencé à devenir de plus en plus anxieux, demandant à rentrer chez ses parents. De nouveau, ses ravisseurs l'ont rassuré, affirmant que ses parents avaient autorisé son séjour. Kenneth, s'appuyant sur les infos de Stéphane, lui a dit de s'éloigner de sa famille un moment à cause de son mauvais comportement. Dès la première nuit, les abus ont débuté. Le troisième jour, Kenneth est sorti et Irving a gardé Stéphane. Au retour de Kenneth, il a annoncé à Stéphane qu'il l'avait adopté légalement après être allé au tribunal. Kenneth a dit que les parents de Stéphane ne voulaient plus de lui ni le garder. Stéphane, choqué, a supplié de rentrer chez lui. Kenneth a simplement dit à Stéphane qu'il était désormais son père et qu'il s'appellerait Denis. Kenneth a également dit à Stéphane de commencer à l'appeler Papa. Kenneth et Irving ont décidé de faire emménager Stéphane dans la cabane du Yosemite Lodge où il résidait et travaillait. Après quelques semaines dans la cabane, Kenneth comprit qu'il lui fallait une solution durable pour garder Stéphane caché et dissimuler la vraie identité du garçon. Il a emmené Stéphane à Santa Rosa, laissant Irving. Les abus sexuels, émotionnels et psychologiques ont continué. Kenneth a inscrit Stéphane sous le nom de Denis Parnell dans une école locale, lui interdisant de révéler sa vraie identité à quiconque. Lorsque Stéphane a demandé des nouvelles de sa famille, Kenneth lui a dit que son père était mort et que les autres membres de sa famille avaient quitté la région. Sous l'emprise de Kenneth, Stéphane pensait n'avoir nulle part où aller ni personne pour lui. Kenneth et Stéphane ont vécu environ 3 ans à Santa Rosa avant de s'installer dans divers parcs de caravanes isolés, cabanes et motels du nord de la Californie. Contre toute attente, Stéphane réussissait bien à l'école, était populaire et avait beaucoup d'amis. À un certain moment après que Kenneth ait enlevé Stéphane, Kenneth s'est impliqué avec une femme du nom de Barbara Mathias. Barbara a vécu avec Kenneth et Stéphane environ 18 mois. Il est rapporté que Barbara non seulement savait pour les abus de Kenneth envers Stéphane, mais y a aussi activement participé durant leur relation. Pendant ce temps, la famille de Steiner cherchait désespérément à retrouver Stéphane. Dale, le père de Stéphane, est devenu obsédé par la recherche de chaque piste, et il était connu pour soudainement faire monter sa famille dans la voiture et traverser la Californie afin de vérifier un signalement. Aucun de ces signalements ne l'a jamais réellement rapproché de Stéphane. Avec le temps, Dale, autrefois pragmatique, s'est replié sur lui-même, devenant colérique et abattu. Les relations se sont tendues avec ses autres enfants, en particulier avec son fils aîné, Kevin, car la recherche de Stéphane a fini par occuper toute sa vie. Dale et Kay ont ensuite reconnu avoir négligé leurs 4 autres enfants durant cette période, car le poids émotionnel, physique et financier de la recherche de leur fils, disparu, les avait poussés à bout. Dale a fini par perdre espoir. Kay, quant à elle, a fait de son mieux pour maintenir la famille unie et n'a jamais cessé de croire que son fils serait retrouvé un jour. Dans la maison des Steiner, les sentiments et les émotions n'étaient généralement pas abordés. Aucun membre de la famille n'a suivi de conseils ou de thérapie. Kay n'a reçu aucun soutien de la part de son père, qui avait toujours critiqué ouvertement sa décision d'avoir une famille nombreuse. Lorsque Stéphane a disparu, son père lui a dit qu'il devrait être content, car cela signifiait un enfant de moins à nourrir et à habiller. Les frères et sœurs de Stéphane ont eu énormément de mal à surmonter la perte de leur frère. Au début, Carrie sortait chaque nuit claire pour faire un vœu à une étoile pour le retour de Stéphane. En grandissant, les enfants étaient toujours connus comme ceux dont le frère avait été kidnappé. Carrie portait souvent un chapeau, car il avait commencé à s'arracher compulsivement les cheveux à cause du stress qu'il subissait. Il a investi toute son énergie dans la créativité et se perdait dans ses dessins, devenant un caricaturiste talentueux. Cependant, il semblait avoir de plus en plus de difficultés à entretenir des relations personnelles et devenait de plus en plus isolé. À la fin de 1979, soit 7 ans après l'enlèvement de Stéphane, Kenneth et Stéphane, qui avaient alors 14 ans, avaient déménagé dans une cabane isolée et délabrée à Manchester en Californie. Stéphane pouvait boire, fumer et prendre de la drogue très jeune. Avec la permission de Kenneth, il pouvait quitter la maison, mais il revenait toujours, tant il était conditionné par Kenneth. Maintenant que Stéphane devenait un jeune homme, Kenneth commençait à perdre tout intérêt sexuel pour lui, et voulait un nouveau jeune garçon à abuser et contrôler.
Kenneth a tenté d'amener Stéphane à l'aider à enlever un autre enfant, mais Stéphane échouait délibérément à suivre ses instructions afin de saboter toute tentative d'enlèvement. Pensant que Stéphane était incompétent, Kenneth a réussi à convaincre l'un des amis de Stéphane, un garçon du coin nommé Sean Poorman, de l'aider. Il a soudoyé Sean avec drogue et argent, puis l'a menacé pour qu'il l'aide à l'enlèvement. Le 13 février 1980, Timmy White, 5 ans, jouait devant la maison de ses parents à Ukiah, Californie. Sean a tenté de convaincre Timmy de monter dans la voiture de Kenneth. Timmy a refusé et tenté de rentrer, mais Sean l'a saisi et a forcé le garçon criant à monter à l'arrière de la voiture. Kenneth s'est immédiatement mis à laver le cerveau de Timmy, lui disant qu'il serait désormais son père. Kenneth lui a aussi annoncé qu'il s'appellerait désormais Tommy et non plus Timmy. Quand ils sont revenus à la cabane, Kenneth a teint les cheveux blonds du petit Timmy en brun foncé, et lorsque Stéphane est rentré de l'école ce jour-là, on lui a dit que Timmy était son nouveau petit frère. En réalisant que le même sort qu'il avait enduré attendait Timmy, quelque chose s'est brisé en Stéphane, et il a compris qu'il devait agir. Stéphane s'est rapidement lié d'amitié avec le jeune garçon, et il savait qu'il devait l'aider à s'échapper. Le 1er mars 1980, pendant que Kenneth travaillait de nuit dans un hôtel voisin, Stéphane et Timmy ont quitté la cabane. Ils ont parcouru des kilomètres depuis leur maison isolée avant qu'un routier les emmène en stop jusqu'à Ukiah, à plus de 40 miles. Stéphane voulait ramener Timmy chez lui, mais le garçon de 5 ans bouleversé ne se rappelait que vivre à Ukiah sans connaître l'adresse. Stéphane a emmené Timmy au commissariat. Il a expliqué à Timmy quoi dire et l'a envoyé seul, mais Timmy a eu peur et est revenu vers Stéphane. N'arrivant pas à convaincre Timmy d'entrer seul dans le commissariat, Stéphane l'a accompagné à l'intérieur. Quand la police a trouvé le jeune garçon disparu, très médiatisé, elle a d'abord pensé que Stéphane l'avait enlevé. Lors de l'interrogatoire, Stéphane a affirmé avoir aussi été enlevé enfant. Il a dit à la police « Mon prénom est Stéphane, je crois que mon nom est Steiner. Von Reichemans. » Les policiers ont insisté pour en savoir plus, alors Stéphane a évoqué Kenneth, qui a été arrêté et inculpé peu après. Les parents de Timmy, Angélique et Jacques sont vite venus au commissariat le chercher, tandis que ceux de Stéphane ont été informés qu'il avait été retrouvé. La police a raccompagné Stéphane chez sa famille à Merced. La famille Harfoy n'avait jamais quitté la maison dans l'espoir que Stéphane retrouverait un jour le chemin vers eux. Lorsque la police est arrivée avec Stéphane, la maison de la Rubette était entourée de journalistes. Cela devint un énorme sujet d'actualité, ce petit garçon était enfin rentré chez lui. Stéphane a été salué comme un héros pour son courage en sauvant le jeune Timmy. Les passages à la télévision, les contrats de livres et les interviews dans la presse ont vite suivi. Il semblerait que personne ne se lassait de cette soi-disant fin heureuse incroyable. Cependant, malgré le flot de publicité positive, le retour de Stéphane à la maison ne s'est pas fait sans difficulté. Après avoir subi plus de 7 ans de sévices physiques, sexuels, émotionnels et psychologiques intenses, Stéphane a eu du mal à retrouver une vie normale avec sa famille. Bien qu'il ait dit que ses parents n'avaient pas vraiment changé, il reconnaissait à peine son frère et ses sœurs. Stéphane, habitué à vivre avec une seule personne et à fumer, boire et se droguer librement, s'est soudain retrouvé jeune de 14 ans dans une famille nombreuse aux règles strictes. Kerry, qui était en camping à Yosemite lorsqu'il a appris le retour de Stéphane, était d'abord ravi que son jeune frère ait été retrouvé. Cependant, les deux garçons, désormais âgés de 18 et 14 ans, n'ont pas réussi à retrouver leur lien d'enfance. Stéphane est retourné à l'école mais a eu du mal à reprendre. Avec le procès de Kenneth qui approchait et l'intérêt public intense, il était souvent absent des cours. Lorsque certains camarades de classe ont découvert les détails de l'épreuve de Stéphane, il a été harcelé sans relâche à propos de son passé et de sa sexualité. À l'été 1981, Kenneth a été jugé pour l'enlèvement de Timmy White. Après les témoignages de Timmy et Stéphane, le jury a déclaré Kenneth coupable de l'enlèvement au second degré de Timmy en moins de 2 heures. Il a reçu la peine maximale autorisée par la loi à l'époque, soit 7 ans de prison. En raison de son jeune âge, Sean Poorman, qui avait aidé Kenneth à enlever Timmy, a écopé d'un court séjour en centre de détention pour mineurs. Le 1er décembre 1981,
Kenneth et Irvine ont été jugés pour l'enlèvement de Stephen et une accusation de complot. Pat Holford, le procureur du comté de Merced à l'époque, voulait poursuivre Kenneth pour tous les crimes d'abus, mais en raison du délai de prescription en vigueur en Californie à ce moment-là, cela n'a pas été autorisé. Encore une fois, Stephen et Timmy ont tous les deux témoigné lors du procès. La défense a soutenu que Stephen était hors du contrôle de Kenneth et qu'il aurait pu partir à tout moment, tandis que les procureurs ont affirmé qu'il était prisonnier psychologiquement. Lorsque Stephen a été interrogé sur la raison pour laquelle il n'avait pas essayé de s'échapper plus tôt, il a répondu qu'il croyait tout ce que Kenneth lui avait dit, que sa famille ne voulait plus de lui, que son père était mort et que Kenneth était désormais son père adoptif. Cependant, une fois que Timmy est arrivé, il ne pouvait pas supporter l'idée qu'un autre enfant souffre comme lui. Kenneth et Irvan ont tous les deux été reconnus coupables le 24 décembre 1981. Barbara Mathias, qui a eu une relation avec Kenneth et a participé à la maltraitance de Stephen, n'a jamais été inculpée. Le 7 janvier 1982, à la Cour supérieure du comté d'Alameda, Irvine a reçu une peine de 5 ans pour chaque chef d'accusation, les peines devant être purgées simultanément. Kenneth a reçu une peine de 2 ans pour l'enlèvement de Stephen et une peine de 5 ans pour complot d'enlèvement. Ces peines devaient encore être purgées en même temps que sa peine antérieure pour l'enlèvement de Timmy. C'était la peine maximale autorisée par la loi californienne à l'époque. À la suite de cette peine insultante et de l'indignation publique qui s'en est suivie, la loi de l'État a été modifiée pour permettre des peines entièrement consécutives plutôt que simultanées pour les enlèvements d'enfants dans des cas similaires. Après les procès, Stephen et Timmy ont repris une vie plus normale. L'épreuve de Timmy fut plus brève que celle de Stephen, et il s'est vite réintégré dans la vie familiale. Stephen a pourtant continué à lutter. À 19 ans, il avait plus de 1100 amendes de stationnement impayées et avait perdu son permis. Il n'a pas obtenu son diplôme et peinait à s'intégrer à la vie familiale. Mis à part quelques séances avec un conseiller, Stephen n'a reçu aucun soutien en santé mentale. Finalement, les relations au sein du foyer familial se sont tellement détériorées que Dell a demandé à Stephen de partir. Stephen a tout de même persévéré et était déterminé à se forger une vie meilleure. Il a suivi un cours de soudure au collège local pour espérer décrocher un meilleur emploi. Il a aussi commencé à sortir avec une locale nommée Jody Edmondson. En 1984, Dell et Kay Steiner ont déclaré que leur souhait pour Stephen était qu'il puisse trouver un bon emploi et mener une vie heureuse. En 1985, la famille a subi un nouveau coup dur. Grâce à une remise de peine pour bonne conduite, Kenneth a été libéré le 5 avril. Il n'avait purgé que 5 ans de sa peine, soit 2 ans de moins que la durée du calvaire de Stephen. 2 mois après, Stephen, 20 ans, a épousé Jody, 17 ans, et ils ont eu leur premier enfant, Ashley, en décembre 1985. Malgré les difficultés, Stephen reconstruisait sa vie. Le couple a eu un deuxième enfant, Stephen Jr., en mai 1987. Stephen avait commencé à aller à l'église et faisait du bénévolat pour aider d'autres personnes qui avaient traversé une épreuve similaire à la sienne. Il passait également du temps à sensibiliser les jeunes enfants afin de les protéger d'un sort similaire. Jody restait confiante que Stephen guérissait, même s'il luttait encore contre de nombreux démons. Il souffrait toujours, mais il parvenait à surmonter. C'était un survivant. Le 5 avril 1988, Kenneth a fini sa probation. À ce moment-là, il était libre de voyager où il voulait et de fréquenter qui il voulait, y compris des enfants. À la même période, une mini-série intitulée « Je connais mon prénom » et Stephen était réalisée avec la coopération de Steven. La production a fortement pesé sur Steven, qui avait été soulagé à la fin. Malgré le prix qu'il a payé personnellement, Stephen était déterminé à participer à tout ce qui permettrait de faire connaître son histoire et de sensibiliser pour aider d'autres enfants. Steven travaillait aussi dans une pizzeria locale. Le 16 septembre 1989, après son service au restaurant, Steven rentrait chez lui à moto, acheté avec une partie de l'argent gagné grâce à la série télé. Un ouvrier viticole a surgi en camion devant la moto de Steven, le projetant au sol. Stephen sans casque a eu de graves blessures à la tête. Il a été conduit d'urgence au centre médical communautaire de Merced, où il a été déclaré mort. Il avait seulement 24 ans.
Jodie, sa femme, est devenue veuve et mère seule de leurs 2 enfants de 3 et 2 ans à seulement 20 ans. Les parents de Stéphane, Kay et Dell étaient en camping au moment de l'accident. Des amis ont dû les retrouver pour leur annoncer la nouvelle. Le chauffeur du camion, Antonio Lura, ne s'est pas arrêté après l'accident. Antonio s'est présenté à la police à Tijuana 4 jours après. Il a été inculpé de délits de fuite aggravée et d'homicide involontaire. Reconnu coupable, il a écopé de 3 mois de prison et d'une amende de $100. Timmy White, 14 ans, était porteur aux funérailles de Steven. Après la mort de Steven, Dell et Kay ont vendu la maison familiale, affirmant vouloir quitter la région pour oublier de mauvais souvenirs. En 2003, 15 ans après la fin de sa période de probation, Kenneth a été arrêté à son domicile de San Francisco après qu'une enquête policière a révélé son projet d'acheter un enfant. Lors d'une opération d'infiltration, il a été découvert qu'il essayait d'acheter un garçon de 4 ans en ligne pour $500. Je n'ai trouvé aucune information sur les 15 ans entre la fin de la probation de Kenneth et son arrestation, mais il semble très improbable qu'il soit devenu un citoyen respectueux des lois durant cette période. Au nouveau procès de Kenneth, Timmy et Sean Pohlman ont de nouveau témoigné. L'adolescent avait été contraint d'aider Kenneth à enlever Timmy. C'était la première fois que Timmy et Sean se revoyaient depuis l'enlèvement de Timmy 24 ans plus tôt. Après quelques mots échangés, Timmy a pardonné à Sean pour l'enlèvement et ils se sont étreints. Le 25 avril 2004, Kenneth a de nouveau été reconnu coupable et condamné à une peine de 25 ans à perpétuité. Il est décédé à la prison de Vacaville le 21 janvier 2008, à l'âge de 76 ans. L'année suivant le procès, à l'âge de 30 ans, Timmy White est devenu adjoint du shérif du comté de Los Angeles et, comme Stephen avant lui, il a donné des conférences aux enfants dans l'espoir de leur éviter de vivre ce que Stephen et lui ont enduré. 5 ans plus tard, le 1er avril 2010, Timmy est décédé d'une embolie pulmonaire. Il n'avait que 35 ans. Il laisse derrière lui sa femme Dina, ses 2 enfants, ses parents et sa sœur. Ceci conclut la première partie de notre récit sur la famille Steiner et sur la façon dont le crime a impacté leur vie. Nous aborderons la suite après la mort prématurée de Stéphane dans la seconde partie. Psst. Le 28 août 2010, une statue de Stéphane et Timmy a été dévoilée à l'entrée du parc Applegate à Merced. Les habitants locaux avaient travaillé pendant 7 ans pour créer un monument reconnaissant le courage de Stéphane et dédié à tous les enfants disparus. Au revoir.